C'était il y a très longtemps, bien avant que nos villes de verre ne griffent le ciel, à une époque où la nuit était encore une frontière absolue, un royaume d'ombre et de mystère. Imaginez un instant le crépitement d'un feu ancestral, seule île de lumière dans l'immensité d'une forêt endormie. Tandis que la tribu se repose, épuisée par la chasse et la marche, une silhouette reste éveillée. Cet homme ou cette femme ne dort pas. Assis en tailleur, les yeux grands ouverts face à la voûte céleste, il observe. Il écoute le chant du vent qui change avant l'orage. Il note la trajectoire précise d'une étoile filante. Il étudie le comportement furtif du loup qui rôde en rivière. Cette figure solitaire, que nous avons souvent réduite dans nos imaginaires à un sorcier agitant des hochets, était en réalité tout autre chose. Il était le gardien de la mémoire. Il était la première bibliothèque vivante de l'humanité. Il était le chaman. Je vous invite aujourd'hui à regarder par-delà le folklore et les clichés exotiques. Car si l'on remonte le fil du temps jusqu'aux racines glacées de la Sibérie, là où le mot trouve sa source dans la langue toungouse, le terme chaman ne désigne pas un magicien. Il signifie littéralement celui qui sait, ou parfois, avec une nuance plus vibrante, celui qui bondit d'excitation devant la découverte. Le chaman n'est pas un être de superstition, mais un être d'hyper-attention. Ce que nous allons explorer ensemble, ce n'est pas de la sorcellerie, mais le fruit d'une science de l'observation rigoureuse, accumulée avec patience sur des milliers d'années. C'est la capacité de voir ce que les autres ne voient plus, d'entendre ce que le bruit du monde a couvert. Nous avons souvent eu l'arrogance de croire que notre modernité détenait le monopole de la vérité scientifique. Pourtant, il nous faut faire preuve d'humilité. Comme le disait l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, avec la justesse de celui qui a vu la beauté du monde, il n'existe pas de peuples enfants. Il n'y a que des réponses différentes à des problèmes identiques. Cette sagesse ancienne est une réponse sophistiquée à la douleur, à la maladie et à la quête de sens. Alors, je vous tends la main pour ce voyage. Nous allons pénétrer ensemble dans les laboratoires silencieux de la forêt. Nous allons décrypter les technologies oubliées de l'esprit et redécouvrir une médecine qui soigne le lien avant de soigner le corps. Je vous invite à découvrir pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, la figure du chaman a encore quelque chose d'essentiel à nous murmurer à l'oreille. Ouvrez votre esprit, respirez calmement et laissez-nous remonter à la source de ce savoir. Entrez avec moi un instant sous la grande canopée du monde. Là où la lumière filtre à travers les feuilles, comme à travers les vitraux d'une cathédrale vivante. Pour l'homme pressé, la forêt n'est qu'un mur de verdure, un chaos végétal indéchiffrable. Mais pour le chaman, la forêt est une bibliothèque, dont il connaît chaque livre, chaque page et chaque note de bas de page. Je veux que vous compreniez ceci.
Le chaman est le tout premier biochimiste de notre histoire. Il n'est pas un devin qui parie sur le hasard, mais un savant aux pieds nus, arpentant le plus grand laboratoire à ciel ouvert de la Terre. Son microscope, c'est son palais. Ses tubes à essai sont ses propres sens. Imaginez le courage et la patience qu'il a fallu pour construire ce savoir. Le chaman ne se contente pas de regarder la plante. Il entre en communion avec elle. Il goûte l'amertume de la racine. Il respire l'âcreté de la sève. Il caresse la rugosité de l'écorce. Il a appris, au péril de sa vie parfois, à distinguer la feuille qui nourrit de celle qui tue, la fleur qui endort la douleur de celle qui arrête le cœur. Il a classé, mémorisé et transmis une encyclopédie invisible, tissée d'expériences et d'intuitions fulgurantes. Prenons un exemple qui force le respect et fait taire le scepticisme. Laissez votre esprit voyager vers le cœur battant de l'Amazonie. Ici que les peuples indigènes ont mis au point le curare. Ce n'est pas une simple mixture trouvée au détour d'un sentier. Le curare est une technologie chimique d'une complexité redoutable. Pour l'obtenir, il faut identifier une lane précise parmi des milliers d'espèces, la chondrodendron. Mais cela ne suffit pas. Il faut la marier à d'autres plantes spécifiques qui agissent comme catalyseurs. Ensuite, cuire ce mélange pendant des heures à une température maintenue constante pour éviter que les principes actifs ne se détruisent. Si vous réfléchissez en termes de probabilité, il est statistiquement impossible qu'une telle recette soit le fruit d'une coïncidence. Avec les millions de combinaisons possibles, dans la jungle, le hasard n'aurait jamais suffi. C'est la preuve qu'il existe une méthode scientifique empirique, une écoute profonde de la matière, une intelligence qui dépasse notre compréhension mécaniste. Ce poison de chasse, qui paralyse sans tuer, est devenu un cadeau pour l'humanité entière. Car savez-vous où réside l'héritage de ce savoir aujourd'hui? Il est peut-être dans votre propre armoire à pharmacie. C'est en étudiant ce savoir traditionnel que la médecine moderne a compris comment relaxer les muscles pour permettre la chirurgie sans douleur. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la bioprospection. Il faut savoir avec humilité que plus de la moitié des médicaments que nous utilisons aujourd'hui sont les enfants de ces molécules naturelles, découvertes initialement par ces gardiens de la forêt. Ainsi, lorsque nous avalons un cachet pour apaiser nos maux, nous remercions sans le savoir une lignée d'observateurs silencieux qui, bien avant nos laboratoires blancs, avaient déjà compris que la nature porte en elle le remède à toutes nos souffrances. Quittons maintenant la forêt visible pour entrer dans une autre forêt, plus vaste et plus dense encore, celle de notre propre esprit. Si le chaman est un botaniste du dehors, il est aussi, et peut-être avant tout, un architecte du dedans. Je vous invite à considérer ce que nous avions longtemps appelé transe ou magie sous un jour nouveau. Voyez-le comme une technologie de haute précision, une clé façonnée pour ouvrir les portes dérobées de votre conscience.
Le chaman sait, depuis la nuit des temps, que pour guérir une blessure de l'âme, il ne suffit pas de parler. Il faut voyager. Et pour voyager, il faut un véhicule. Ce véhicule, c'est le rythme. Quand le tambour résonne, ce n'est pas simplement de la musique. C'est une sens vibratoire. Écoutez ce battement régulier, monotone, obsédant. Les neurosciences modernes nous révèlent aujourd'hui ce que le sage savait par intuition. Un rythme de 4 à 7 battements par seconde agit directement sur la matière grise de votre cerveau. C'est une invitation impérieuse à ralentir. Sous l'effet de cette pulsation, votre esprit quitte les rivages agités de la conscience ordinaire. Ces ondes rapides que nous appelons bêta, celles de l'anxiété et du calcul quotidien. Doucement, vous glissez vers les eaux profondes des ondes θ. C'est l'état du rêve éveillé, le seuil sacré, où l'imagination devient aussi réelle que la pierre sous vos pieds. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une guérison invisible. Imaginez un homme portant en lui le poids écrasant d'un traumatisme ancien, une ombre qu'aucun mot ne parvenait à dissiper. Allongé, les yeux clos, bercé par le chant et le tambour du chaman, son cerveau entre en synchronisation. Le cortex auditif dialogue avec les zones motrices. Dans cet état modifié, il ne se souvient pas de sa douleur. Il la voit. Elle prend la forme d'un animal blessé ou d'une pierre noire au fond d'une rivière. Et parce qu'il est dans cet état de plasticité absolue, il peut agir. Le chaman ne lui demande pas d'analyser. Il invite à transformer le symbole. Dans sa vision, l'homme retire la pierre de la rivière. Il soigne l'animal. Il réécrit le scénario de sa propre mémoire. Ce que nous observons ici est une forme de chirurgie neuronale sans bistouri. Le cerveau ne fait pas la différence entre une action réelle et cette visualisation intense. En changeant l'image intérieure, l'homme change la chimie de son émotion. Aujourd'hui, nos thérapeutes en blouse blanche redécouvrent ces sentiers oubliés. Lorsqu'ils pratiquent l'hypnose clinique ou des thérapies comme l'EMDR pour traiter les chocs post-traumatiques, ils marchent, souvent sans le savoir, dans les pas de ces anciens voyageurs. Le chaman était, bien avant Freud ou Jung, le premier explorateur de la psyché. Le premier à comprendre que pour réparer l'homme, il fallait parfois éteindre la raison pour rallumer la lumière de l'inconscient. Je vous demande maintenant d'élargir votre regard. Laissez votre esprit quitter l'intérieur du corps pour embrasser l'horizon, là où la terre touche le ciel. Nous avons souvent imaginé le chaman au chevet d'un malade, penché sur une fièvre solitaire. Mais sa mission est bien plus vaste. Le chaman est le grand diplomate de l'invisible. Il est l'ambassadeur qui marche sur la ligne de crête, entre la fin des hommes et la générosité de la terre. Dans notre monde moderne, nous prenons à la terre comme on prendrait dans un grenier inépuisable, sans jamais demander la permission, sans jamais dire merci.
Le chaman, lui, c'est une vérité fondamentale. On ne peut pas prendre sans donner. Toute récolte est une dette. Toute chasse est un contrat. Son rôle est politique, au sens le plus noble du terme. Il est le gardien de l'équilibre. Il veille à ce que la tribu ne brise pas le cercle sacré de la vie en prenant plus que sa part. Voyageons ensemble vers les terres glacées du Grand Nord ou sur les vastes plaines balayées par le vent. Il arrive parfois que le chaman se lève et prononce un mot redouté. Tabou. Il déclare que les esprits de la vallée sont en colère. Il interdit formellement de chasser le caribou ou le bison dans une zone précise, sous peine de terribles malédictions. À l'oreille du profane, cela ressemble à de la superstition, à la peur d'un fantôme vengeur. Mais écoutez la sagesse cachée sous le masque du mythe. Lorsque le chaman invoque la colère des esprits, il protège en réalité le ventre de la nature. Il a observé, avec cette acuité dont nous avons parlé, que les femelles sont pleines ou que les petits sont encore trop fragiles. En interdisant l'accès à cette vallée, il agit comme le gestionnaire avisé d'un immense parc naturel. Il laisse le temps aux troupeaux de se régénérer. Il sait que si l'homme ne refrène pas son appétit aujourd'hui, il n'y aura plus de nourriture demain. Ce que nous appelons magie est ici une écologie systémique d'une intelligence rare. Le rituel devient un traité de paix, une négociation respectueuse pour éviter l'épuisement du monde. Cette vision résonne puissamment avec ce que nos scientifiques appellent aujourd'hui l'écologie profonde, ou le concept de One Health, une seule santé. Nous redécouvrons enfin ce que ces sages murmurent depuis des millénaires. Nous ne sommes pas posés sur la terre, nous sommes de la terre. La santé de l'arbre est la santé du poumon, la pureté de la rivière est la pureté du sang. Le chaman nous enseigne que nous sommes les fils et les filles d'un grand tissu vivant et que blesser la trame, c'est inévitablement se blesser soi-même. Il nous invite, avec douceur mais fermeté, à redevenir des diplomates, à signer de nouveau la paix avec le vivant qui nous porte. Je vous invite maintenant à toucher du doigt une vérité que nous avons, dans notre course vers la modernité, trop souvent laissée sur le bord du chemin. C'est la vérité du lien. Dans nos hôpitaux de verre et d'acier, la maladie est devenue une affaire privée, un secret que l'on garde derrière un rideau tiré. Nous soignons l'organe, nous réparons la machine, mais nous laissons souvent l'être humain grelotter de solitude. Le chaman, dans sa sagesse antique, ne commet jamais cette erreur. Pour lui, la guérison n'est pas un acte solitaire, c'est un acte d'amour collectif. Il sait que la douleur est une bête sauvage qui grandit dans l'obscurité et le silence. Alors, sa première médecine est la parole et le symbole.
C'est ce que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss a magnifiquement nommé l'efficacité symbolique. Le chaman donne nom à ceux qui vous rongent. Il donne une forme à l'angoisse invisible. Il raconte une histoire où votre mal devient un esprit, une flèche ou une pierre. Et soudain, parce que le mal a un visage, il n'est plus infini. Il devient quelque chose que l'on peut combattre, que l'on peut extraire. En redonnant du sens à l'insensé, il rend au malade sa couronne et son épée. Il lui rend son pouvoir. Mais il ne s'arrête pas là. Imaginez la scène. La nuit est tombée, le feu crépite, mais cette fois, vous n'êtes pas seul sur votre couche. Tout le village est là. Des voix s'élèvent, non pas pour pleurer, mais pour soutenir. Pion devient une voûte solide au-dessus de votre tête. Les mains se posent sur vos épaules. Le chaman orchestre ce théâtre sacré où chaque membre de la tribu vous dit, sans un mot, « Tu es des nôtres et nous ne te laisserons pas tomber. » Ne croyez pas que cela ne soit que du spectacle. C'est de la biologie pure, transcendée par l'esprit. Lorsque vous vous sentez ainsi entouré, porté par la vague de votre communauté, votre corps répond. Il libère une tempête bienfaisante, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et les endorphines qui apaisent la douleur mieux que bien des drogues. Votre système immunitaire, dopé par cette solidarité tangible, se réveille. Le véritable médicament, ici, ce n'est pas une plante. C'est l'autre. C'est la certitude d'être aimé. Aujourd'hui, nous redécouvrons timidement cette médecine du sens. Nous parlons d'effets placebo, parfois avec dédain, alors qu'il s'agit de la preuve éclatante que l'esprit peut sculpter la matière. Dans les soins palliatifs, dans les approches holistiques qui fleurissent à nouveau, nous comprenons enfin que la technique, aussi brillante soit-elle, reste froide si elle n'est pas réchauffée par la main humaine. Le chaman nous rappelle, à travers les âges, que pour guérir un homme, il faut parfois commencer par soigner sa solitude. Nous voici arrivés au terme de notre traversée, à la lisière de la forêt et du temps moderne. Il est temps de rassembler les fils que nous avons tirés ensemble pour voir l'étoffe dans son ensemble. Au cours de ces quelques minutes, nous avons déconstruit le mythe pour révéler l'homme et la femme derrière le masque. Nous avons vu que le chaman est bien plus qu'une figure du passé. Il est le botaniste qui murmure aux racines, le psychothérapeute qui navigue dans les eaux troubles de nos rêves, l'écologue qui négocie la paix avec les orages, et le sociologue qui recoue le tissu déchiré de la tribu. Je voudrais que vous gardiez cette pensée en vous comme une braise chaude. Ce que nous avons longtemps appelé magie n'est souvent qu'une science dont nous avons égaré le manuel. Ce n'est pas une fuite hors du réel, mais une technologie de l'intuition, une bibliothèque de savoir, bâtie non pas sur des disques durs, mais sur des millénaires de patience, de silence et d'observation amoureuse du vivant. Alors, que faire de cet héritage aujourd'hui, vous qui m'écoutez, depuis le cœur de vos villes ou le calme de vos foyers? La sagesse du chaman
ne vous demande pas de retourner vivre dans des cavernes, ni de rejeter le progrès qui nous soigne et nous réchauffe. Elle nous invite à quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Elle vous invite à la réintégration. Réintégrer cette science du vivant dans votre quotidien, c'est simplement réapprendre l'art de l'attention profonde. C'est regarder l'arbre au coin de votre rue, non comme un décor, mais comme un poumon vivant. C'est écouter votre propre corps, non comme une machine à réparer, mais comme un messager à comprendre. C'est réaliser, avec humilité et émerveillement, que nous ne sommes pas posés sur la nature comme des étrangers. Nous sommes la nature. Nous sommes le tissu même du monde. Vous devez retenir une seule chose de ce voyage, que ce soit celle-ci. Le monde est vivant. Il vous parle. Et vous possédez en vous, enfoui sous le bruit, la capacité de l'entendre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir prêté votre temps et votre esprit à cette exploration. Merci d'avoir marché avec moi sur ces sentiers anciens. Puisse cette sagesse vous accompagner, vous apaiser et vous inspirer longtemps après que ma voix se sera tue. Prenez soin de vous et prenez soin du monde qui vous porte.